La frontière congolo-zambienne de Kasumbalesa est restée fermée à la traversée de toute marchandise le lundi 22 avril 2024. Situation causée suite à une grève déclenchée par l'association des camionneurs transporteurs de marchandises de l'Afrique australe en RDC. Cette dernière s'insurge contre la lourdeur du nouveau concessionnaire en douane installé récemment dans ce poste frontalier. Victime ces derniers temps de fausses accusations, la société Plantations et Huileries du Congo PHC s'indigne contre cette cabale diabolique montée qui ne vise qu'à déstabiliser cette entreprise de production d'huile de palme. Une délégation importante conduite par la directrice générale Monique Yeskes vient d'effectuer une visite d'inspection à Yaligimba dans la Mongala. Question de faire connaître à l'actionnaire majoritaire, investisseurs et partenaires Equity BCDC les réalisations de cette firme. Les programmes de développement local à la base de 145 territoires évoluent sans embâche dans le nord Ubangi sous la supervision de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF. De nouvelles infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs sont même déjà utilisés par les communautés locales. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Tidi Mavambo Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement au pays de Joseph Kasavubu. La frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo est restée fermée à la traversée de toute marchandise depuis le lundi 24 avril 2024, une grève déclenchée par l'association des camionneurs transporteurs de marchandises de l'Afrique australe en RDC. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cet arrêt de travail? Lambert Youma Ramazan, notre correspondant permanent à Lubumbashi, nous donne plus d'explications. Située à 100 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la ville de Kasumbalesa est la porte d'entrée du plus grand flux des marchandises en République démocratique du Congo. Avec une moyenne de 300 camions en importation par jour et 250 en exportation, c'est 18 000 tonnes de marchandises qui traversent journellement et de part et d'autre cette frontière mythique. Mais le lundi 22 avril de cette année, aucun camion n'a traversé cette frontière de Kasumbalesa, ni pour aller en Zambie, ni pour entrer en République démocratique du Congo. En effet, l'association des représentants des transporteurs en douane au Congo a lancé un mouvement de grève. Les camionneurs revendiquent la suppression du droit à payer à la traversée de la frontière lorsque le véhicule transporteur des marchandises franchit pour la première fois la frontière vers la RDC. Cela s'appelle la première entrée et elle s'effectue à 100 $ américains et parfois accompagnée de pénalités lorsque le camion tarde à s'acquitter. Ce genre de manifestation n'est pas le premier depuis l'arrivée à Kasumbalesa d'un nouveau concessionnaire. Le nouveau concessionnaire, c'est Item Boda Services. Il remplace à Kasumbalesa la société Trafigo dont le contrat avec le gouvernement s'est vu résilié malgré l'érection par Trafigo de deux plateformes à l'import à l'export, de la route de contournement et de nouveaux bâtiments récemment inaugurés par le chef de l'État l'année dernière. Il aurait été reproché, cependant, à Trafigo l'opacité dans la gestion des cartes d'entrée et des sorties. Item Boda Services a dû donc refaire le système et la procédure de perception à l'entrée des camions venant de la Zambie. Ce changement n'est pas sans conséquence. Déjà à l'arrivée des items, on a observé en février dernier le rallongement des files d'attente des camions et cela touche à la fluidité du trafic. Et c'est là que les violons ne s'accordent plus avec les camionneurs, les transporteurs qui ont déploré cette grande lenteur de procédure avec toutes les conséquences connues. Donc les petits soucis au paiement, on se reçoit. On paye. Il y a les petits soucis pour l'enregistrement, c'est-à-dire capture, carte d'entrée et autres. Là, je demanderais si on peut
sortir les camions avec ses preuves de paiement. Il a fallu en son temps l'intervention du sous-directeur du bureau de douane de Kasumbalesa qui a mis sur une même table les transporteurs, concessionnaires, déclarants et les autres membres de l'ordre opérationnel. Le directeur général de ITMBS a reconnu les faiblesses qu'accuse le nouveau système et a demandé en son temps aux partenaires de lui donner du temps pour l'améliorer et s'adapter. Revenons à l'obligation de paiement auprès du receveur des frais de la première entrée en RDC qui a fait l'objet de grève. Informé de l'arrêt du travail des transporteurs à la frontière de Kasumbalesa suite à cette réclamation en rapport avec la première entrée, le directeur provincial de la DGDA Katanga a tout de suite donné instruction de surseoir provisoirement cette mesure. René Kalala a privilégié la fluidité du trafic et des procédures douanières en cette période de fin du mois, car la mobilisation des recettes pour l'atteinte des assignations pourrait souffrir de cette impasse. C'est ainsi que cette grève, qui ne disait pas son nom, s'est vue lever. Le jour suivant, soit le mardi 23 avril de l'année en cours, le travail a repris normalement et les camions ont recommencé la traversée de la frontière de part et d'autre. Restons toujours à la douane congolaise à Kinshasa cette fois-ci où cadres et agents de cette régie financière ont été outillés durant 2 jours sur le logiciel du charroi automobile et l'implémentation de la carte Engen en vue de renforcer leur capacité en matière de la gestion du charroi automobile. C'était le vendredi 26 avril 2024 au quartier général de la brigade douanière et lutte contre la fraude à la DGDA Kinville. Muriel Makeseloutina, Fanfan Makitoudoma. C'est le directeur du bureau de coordination, Gabriel Mouepou, représentant le directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussangu Empêché, qui a clôturé cette session de formation sur les logiciels des charrois automobiles et l'implémentation de la carte Engen. Ces logiciels portent sur le charroi automobile de la DGDA. Donc, dans les temps, l'autorité avait bien voulu que toutes les procédures de la DGDA soient numérisées. Ainsi, l'autorité avait instruit à la DSTI pour qu'on puisse monter un logiciel qui peut prendre en charge les charrois automobiles ainsi que la gestion des produits, les carburants et les lubrifiants. Ce logiciel a 8 modules, dont 6 modules d'utilisateurs et 2 modules, un module pour les statistiques, celui-là concerne les autorités, et un autre module pour les administrateurs. Objectif, faciliter le suivi de l'approvisionnement en carburant au bénéfice des cadres et agents de la DGDA ainsi que les véhicules en surveillance. Au cours de cette formation, nous sommes convaincus que vous êtes plongés dans les subtilités du logiciel de gestion du charroi automobile. Par ailleurs, vous avez exploré ces fonctionnalités avancées et appris à les utiliser de manière optimale pour améliorer l'efficacité et la productivité de nos opérations. De la planification des trajets à la maintenance des véhicules, en passant par la gestion de coûts, nous avons acquis des connaissances précieuses qui nous permettront d'optimiser notre gestion du charroi automobile quotidiennement et mensuellement. Dans un futur proche, nous allons procéder à l'implémentation de la carte Engen dans les logiciels pour faciliter la transparence. Cette intégration nous offrira des opportunités de pouvoir simplifier le suivi de l'approvisionnement en carburant en temps réel, et cela grâce à la carte Engen. Grâce à cette carte, nous pourrons aussi gérer de manière plus efficace nos transactions de carburant, suivre les dépenses et identifier le potentiel économique et être à l'abri de toute forme d'engorgement des véhicules connus autrefois à l'administration centrale
avant la nouvelle procédure d'approvisionnement. Ce logiciel sera d'une grande importance car il permettra à la douane congolaise d'accroître la transparence dans la gestion du charroi automobile afin de maximiser les recettes. En prévision de l'échéance fiscale du 30 avril prochain relative au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, la Direction générale des impôts DGI a tenu un point de presse de sensibilisation au cours duquel elle a rappelé les obligations qui incombent à chaque catégorie des contribuables. C'était le vendredi 26 avril 2024 à l'hôtel des impôts. Priska Sekana Lutete, Armen Ngoma, Moussakanda. Au cours de ces points de presse, animés par Jean Mouteba, chef des divisions communication et documentation à la Direction générale des impôts DGI, il était question de rappeler tout d'abord aux contribuables congolais que l'échéance fiscale du 30 avril de chaque année ne concerne pas que le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, mais elle concerne également l'impôt mobilier à charge des sociétés étrangères et ensuite l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières. Ces contribuables assujettis sont répartis en catégories des grandes, moyennes et petites entreprises. Pour ce faire, le chef des divisions communication et documentation à la DGI a déterminé les obligations fiscales qui incombent à chaque contribuable concerné par l'échéance fiscale dès ce 30 avril 2024. Les premières obligations qui incombent à ces entreprises, c'est les obligations des dépôts de leur déclaration. C'est-à-dire, ces contribuables-là doivent retirer auprès des structures gestionnaires les déclarations fiscales. Pour ceux qui ne peuvent pas les retirer physiquement, ils peuvent télécharger les mêmes déclarations sur notre site web, à l'adresse bien connue, où ils peuvent en ligne obtenir leur déclaration fiscale. La deuxième obligation, après avoir retiré ces déclarations, soit de manière physique ou soit en ligne, ces contribuables-là doivent venir maintenant effectuer le paiement. Mais le paiement n'est pas effectué à la Direction générale des impôts, mais le paiement est effectué auprès de structures compétentes que sont les banques commerciales ou les autres institutions financières. Mais ce paiement-là doit se faire dans les délais des heures prévues dans le fonctionnement régulier des banques. Et la dernière obligation, ces déclarations doivent être accompagnées des annexes. Les annexes correspondant à ce que nous appelons les états financiers. Qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de moyennes entreprises. Parce que ce sont celles-là qui sont concernées par le dépôt de la déclaration. Mais par contre, les petites entreprises, je l'ai dit ici pour ceux qui m'ont suivi, avaient déjà déposé leur déclaration au 31 janvier, mais sauf qu'elles viendront pour payer seulement la deuxième quotité sur base de bordereaux de versement d'acompte. Devant les chevaliers de la plume et du micro, l'attention de tous les contribuables a été attirée sur le fait que toute absence de déclaration ainsi que tout défaut de paiement de l'impôt dû à cette échéance du 30 avril 2024 donneront lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales conformes à la loi, car la DGI a tant réalisé 3 199 milliards de francs congolais comme assignation en ce mois d'avril 2024 pour donner à l'État congolais le moyen de sa politique. À l'échéance du 30 avril, les contribuables relevant du droit commun doivent venir avec une déclaration. Et si l'on constate qu'à cette échéance, il n'y a pas de dépôt de déclaration, c'est qu'il y a absence de déclaration. Et toute absence de déclaration est sanctionnée par des pénalités fiscales conformes à la loi. Il en est de même des petites entreprises qui, elles, ne vont pas amener les déclarations, mais elles vont effectuer la deuxième quotité sur base d'un bordereau de versement. Et à cette échéance, lorsque on constate que la petite entreprise n'a pas effectué le paiement de la deuxième quotité, elle est aussi sanctionnée par le pénalité fiscale telle qu'établie par la loi. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises qui, elles,
est concerné par le paiement de l'impôt forfaitaire sur base d'une déclaration. Et tout absent de déclaration constaté à l'échéance est sanctionné par de pénalités fiscales. Il est à rappeler que la déclaration fiscale en ce qui concerne les entreprises relevant du droit commun doit être accompagnée des annexes des états financiers et être certifiée par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. D'où tout défaut de certification des états financiers déposés par le contribuable relevant du droit commun auprès de services gestionnaires et sanctionné des pénalités fiscales. Ces amendes sont de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement, 200 millions de francs congolais pour le cas des récidives. Mais en sus de ces amendes, une taxation d'office et des astreintes seront appliquées. La direction provinciale de la DGRAD ex-Kasaï oriental a organisé samedi 27 avril 2024 une matinée de sensibilisation à l'endroit des occupants de maisons du domaine privé de l'État dans la ville de Mbuji-Mayi. Les précisions avec Emery Kazadi Chibangu Zadio, notre correspondant permanent à Mbuji-Mayi. Payer ses obligations non fiscales est un devoir civique, c'est le thème de cette matinée de sensibilisation organisée à l'attention des occupants des maisons du domaine privé de l'État dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est la salle de restaurant du motel Nkumbi Kumbi qui a abrité cette rencontre initiée par la DGRAD, direction provinciale de l'ex-Kasaï oriental. Face aux occupants des maisons de l'État, le directeur provincial de la DGRAD a fait savoir que dans les statistiques, aucun centime n'a été perçu jusque-là en ce qui concerne le loyer sur les maisons du domaine privé de l'État, ce qui constitue un manque à gagner. Il s'est passé plusieurs années que ce secteur pour nous n'affiche au plan des statistiques que des chiffres de 0,0. Donc pour dire qu'il n'y a pas de recettes dans ce secteur. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons organiser une matinée avec tous les occupants, commencer d'abord par les sensibiliser. Parce que nous avons trouvé qu'il y a des gens qui occupent des maisons et qui pensent peut-être que ce sont des maisons qu'ils doivent occuper sans pour autant payer. De son côté, le chef de division provinciale de l'habitat a, à la lumière des textes légaux, souligné qu'il y a des catégories éligibles au non-paiement du loyer et celles qui doivent payer ce loyer. Cette rencontre a permis, selon lui, à clarifier cette situation. La conclusion a été tirée entre les deux parties. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, la DGRAD va commencer à émettre ces notes de perception pour permettre aussi aux occupants non éligibles à pouvoir s'apprêter pour payer les loyers. Il faut noter que cette matinée de sensibilisation est la stratégie principale arrêtée par la DGRAD ex-Kasaï oriental, selon son directeur provincial Jean-Guilain Moussassa, pour arriver à maximiser les recettes de ces secteurs. La première des choses, c'est quoi? Nous devons... Pour sa part, Madame Pauline Kambaja, chef de division contrôle des recettes domaniales, a tenu à faire savoir que le non-paiement de ce loyer à temps pourrait entraîner des pénalités. Comme c'est une séance de conscientisation, il serait aussi mieux de souligner qu'il y a les amendes transactionnelles qui sont infligées en cas de défaut de paiement de ces loyers dans le délai. Les amendes qui vont de 25 à 50% pour le montant principal dû, et en cas de récidive, ces amendes passent de 50 à 100%. Les locataires des maisons du domaine privé de l'État ne soient pas surpris de voir qu'il y a des amendes qui leur sont infligées pour n'avoir pas payé dans le délai. Dans leurs interventions, les occupants des maisons de l'État ont évoqué notamment le retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État, ce qui peut régulièrement entraîner ces pénalités. Y répondant, le directeur provincial de la DGRAD ex-Kasaï oriental a précisé que cette question sera étudiée pour éviter des préjudiciels et redevables selon les cas. Le projet d'amélioration du recouvrement et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, encore financé par la Banque mondiale sous la supervision du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, a organisé du 23 au 24 avril 2024 un atelier de lancement d'évaluation PEFA 2024 en faveur des cadres des différents services de l'administration publique, du secteur privé et ceux de la société civile. C'était pour expliquer les objectifs, la méthodologie et les modalités d'application du cadre PEFA 2024. Jocelyn Lombababa, Etienne Kumba Chuma, reportage.
Les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, financés par la Banque mondiale sous la coordination du Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, a lancé au cours d'un atelier la 3e évaluation de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo selon la méthodologie PEFA. Pendant 2 jours, les cadres des différents services de l'administration publique, du secteur privé et ceux de la société civile se sont familiarisés davantage avec la méthodologie PEFA 2024 et ils en ont aussi saisi l'importance dans son contexte national. Lors de ces assises, il était aussi question d'expliquer les objectifs, la méthodologie et les modalités d'application du cadre PEFA aux acteurs de l'administration qui seront directement en contact avec l'équipe d'évaluation pendant le travail de terrain. Ces projets d'évaluation de la performance des finances publiques s'articulent autour de 8 axes stratégiques de réformes, notamment la réforme budgétaire, la politique fiscale et les administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et gestion de la trésorerie, les contrôles des finances publiques, la gestion des finances provinciales et locales, la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation du système des finances publiques. Selon cet expert en finances publiques, il y a 2 modules qui viennent de s'ajouter sur l'évaluation PEFA 2024. J'ai déjà conduit l'évaluation PEFA en 2019 en République démocratique du Congo et j'ai également participé à l'évaluation PEFA en République démocratique du Congo en 2012. Donc c'est la 3e évaluation PEFA à laquelle le pays se soumet. Et en 2024, il y a 2 modules supplémentaires qui se rajoutent à cette évaluation, qui sont le PEFA genre et le PEFA climat. Donc les problématiques du PEFA genre et du PEFA climat qu'on va analyser, c'est de savoir si le budget de la République démocratique du Congo inscrit bien des besoins et des problématiques qui sont liés au genre, c'est-à-dire est-ce que les femmes en particulier sont prises en compte lors de l'élaboration des politiques publiques du pays. Et alors en ce qui concerne le PEFA climat, il y a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de savoir comment budgétairement le gouvernement fait pour atteindre les objectifs de 21% de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont l'engagement du pays par rapport à la déclaration de Paris. Et deuxième point, il y a des financements importants qui vont arriver pour financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Et il va falloir montrer que le pays est capable de gérer ses fonds selon des procédures qui sont les procédures internationalement reconnues. Le lancement de ce processus d'évaluation PEFA 2024 traduit la ferme volonté du gouvernement de renforcer continuellement les bases de la refondation d'un système moderne de gestion des finances publiques en RDC. Le PEFA nous permet d'avoir une idée sur l'ensemble des indicateurs de la gestion des finances publiques sur tout le processus du budget. Le programme, la mise en œuvre de ce programme de 2000, le plan d'action s'achève en 2024 pour entamer un nouveau cycle des actions de réforme à mener. Il a été important pour le gouvernement d'organiser à nouveau cette étude diagnostique pour s'assurer du niveau des avancées réalisées et élaborer une nouvelle base de réformes pour engager les actions en vue de corriger les faiblesses qui persistent encore dans le système de gestion des finances publiques. Les conclusions de ces travaux de 2 jours vont servir à la conception d'un plan d'action de réforme des finances publiques incluant les dimensions climatiques et genre, et ce pour la période 2025-2027. Des dizaines d'inspecteurs de finances promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux de finances ont prêté serment en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes. C'était devant le procureur général de la République près les tribunaux de grande instance en présence de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué-Tekei. Je jure obéissance à la Constitution
et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. C'est en ces termes que de dizaines d'inspecteurs de finances, promotion 2021, et quelques inspecteurs généraux de finances se sont engagés à servir les pays étant des officiers des polices judiciaires. Cette prestation de serment, qui est intervenue à ces jours, après une formation idoine, va permettre aux inspecteurs de revêtir tout pouvoir d'OPJ à compétence spéciale. La cérémonie s'est déroulée devant le procureur général de la République près les tribunaux de grande instance. C'est là, en présence de l'inspecteur général de finances, chef de service, et son adjoint Victor Batoubenga, qui ont été tous deux témoins de l'événement. Par ces titres d'OPJ, a souligné Jules Lingueté, les inspecteurs de finances auront plein pouvoir de transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet. Aujourd'hui, c'est la promotion des inspecteurs de finances recrutés en 2021 qui ont terminé leur formation et qui ont été nommés comme inspecteurs de finances. Donc il était important qu'ils puissent se présenter devant les procureurs de la République pour prêter serment en qualité d'officier de police judiciaire et s'engager à transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet pour que le parquet puisse s'en saisir. Pour les procureurs de la République, près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Issoufakanga, ces inspecteurs de finances ont été habilités à engager sérieusement les poursuites judiciaires pour l'intérêt de la République. Vous savez, nous avons besoin au jour d'aujourd'hui de voir les lignes bouger. Nous venons de les habiliter, nous venons de recevoir leur serment pour qu'ils puissent prester et effectivement que nous puissions, au-delà des audits et des contrôles, engager sérieusement des poursuites, puisqu'on avait besoin d'un nombre beaucoup plus large. Selon les textes de l'IGF, les inspecteurs de finances ont qualité d'OPJ. Par cette prestation de serment, ils viennent de conforter leur position pour déférer les faits infractionnels auprès du ministère public. Nous avions reçu la formation idoine quant à ce et nous devions finir par une prestation de serment qui nous habilite maintenant à pouvoir rechercher les infractions et à auditionner les potentiels auteurs des infractions. Le fait de prêter serment pour nous, c'est une manière de conforter encore plus notre position en tant qu'inspecteur des finances. C'est vrai que la tâche est lourde, mais je pense qu'en étant OPJ à partir de ce jour, nous pourrons encore bien réaliser notre travail, suivant les objectifs des missions telles qu'elles sont énumérées à la base. Voilà. Après cette cérémonie, les 50 inspecteurs des finances vont traquer davantage les prédateurs financiers tels que voulus par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à l'implémentation de la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption est une affaire de tous, voire des enfants. C'est pour cette raison que les élèves du complexe scolaire Sacré-Cœur de Jésus de l'Antélé sont allés visiter l'inspection générale des finances IGF. Ils ont été sensibilisés sur ces fléaux à la base de la misère de nombreuses personnes à travers le monde. Regardez. La lutte contre la corruption intéresse toutes les couches de la société, même les plus jeunes. C'est dans ce sens que les élèves du complexe scolaire Sacré-Cœur de Jésus de l'Antélé ont sollicité et obtenu la visite des installations de l'inspection générale de finances ce mercredi 24 avril 2024. Après une visite guidée des locaux de l'inspection générale de finances, ces apprenants du secondaire ont échangé à cœur ouvert avec l'inspecteur général de finances chef de service, Jules Lingueté, accompagné de son adjoint, Victor Batoubenga. Ces élèves ont été sensibilisés sur la culture de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Ces derniers ont été mis au parfum des dégâts causés par certains Congolais
qui autrefois ont eu à diriger les pays. Ceci afin de les amener un jour à diriger autrement. Nous avons échangé avec eux autour de cette question de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics pour donner les informations et les sensibiliser demain quand ils seront certainement dans les affaires publiques et qu'ils puissent éviter des pratiques qui pendant longtemps ont ruiné notre pays. C'est la volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclenché une véritable chasse aux voleurs dans les pays. Les attentes, c'est que ces élèves puissent intérioriser le respect des fonds et biens publics. Au nombre de préoccupations soulevées par les élèves, notamment, qu'est-ce qui justifie les manques de l'efficacité de l'action de l'inspection générale de finances dans le passé, contrairement à aujourd'hui? Le gendarme financier a expliqué clairement à ses interlocuteurs que cela est dû à la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'implémenter la bonne gouvernance. Pendant près de 2 heures du temps, les élèves de Sacré-Cœur de Jésus ont été mieux outillés sur les bénéfices de la lutte contre la corruption. Au sortir des échanges, les apprenants ont loué cette initiative et s'engagent à perpétuer les messages de la lutte contre la corruption. Il faut toujours respecter l'argent de l'État, à ne pas l'utiliser à des fins personnelles, car cet argent n'appartient pas juste à nous-mêmes, cela appartient aussi à la population et il faut aider pour faire des choses importantes et non juste penser à soi. Je prends l'engagement en tant qu'élève et de chercher à évoluer mon pays. Pour avoir un pays prospère, il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Désormais, je prends l'engagement de faire l'effort de ne pas détruire mon pays par moi-même. J'ai retenu pour moi que nous devons prendre conscience que détourner l'argent de l'État, c'est très mal. Ça va nous nuire nous-mêmes. Avant de boucler les échanges, le chef de service a invité ses ambassadeurs de la population scolarisée à transmettre le message des approbations aux enfants dont les parents s'illustrent par la corruption et les détournements des deniers publics. La cérémonie des séjours s'est soldée par une séance de prise de photos entre l'inspecteur général des finances, chef de service, le chef de service adjoint et la délégation des élèves du Sacré-Cœur des Jésus de Lancellet. Une forte délégation des plantations et huileries du Congo, PHC, conduite par sa directrice générale Monique Guesquès, a effectué le 24-25 avril dernier une visite d'inspection à Yaligimba, l'un des regroupements du territoire de Bumba. Nous sommes là dans la province de la Mongala, où se trouve l'une des plantations de cette entreprise de production d'huile de palme. Cette descente avait comme objectif de faire connaître à l'actionnaire majoritaire, investisseurs et partenaires Equity BCDC, les réalisations de cette firme. Geneviève Mizegele Katengesia et Peter Lomadjesa Okoma ont accompagné cette délégation dans le Congo profond. Voici leur reportage. Et puis, bien avant cette visite des installations de PHC à Yaligimba, il y a eu à Kinshasa la signature d'un protocole d'accord entre PHC et la banque Equity BCDC. Ces deux institutions se sont engagées dans un partenariat pour le développement socio-économique durable. La cérémonie s'est déroulée lundi 22 avril 2024 au siège de la banque Equity BCDC dans la commune de La Gombe. Témoins de l'événement, Myriel Makese-Loutina et Armen Ngoma Moussakanda. Par cette signature du protocole d'accord, l'entreprise Plantation et Huileries du Congo PHC, représentée par sa directrice générale Monique Guesquès, et la banque Equity BCDC, conduite par son directeur général Célestin Moukeba, renforcent leur collaboration dans l'objectif de contribuer au développement socio-économique des communautés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le géant vert, comme PHC s'est présenté, s'associe avec Equity pour réellement accompagner
les paysans qui se regroupent dans des coopératives, dans des associations de paysans. Donc notre objectif, premièrement, c'est de pouvoir rencontrer ces communautés et dispenser des formations en éducation financière. Nous pensons que les développements commencent par là. La culture de l'épargne, une sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Il est une chose d'être un agriculteur, un paysan, surtout dans l'agriculture de subsistance, mais il en est une autre de devenir un agropreneur. Ça fait partie de notre vision, comme vous l'avez si bien compris, de pouvoir transformer les vies des gens, vraiment, et leur donner la dignité qu'il faut, parce que ces populations qui se trouvent dans les milieux ruraux ont besoin de cette attention particulière. Dès que cette économie va se développer, nous allons bien sûr aller dans des stades beaucoup plus élevés pour donner d'autres types de financements, pour améliorer l'habitat, améliorer les écoles. Donc il y a toute une démarche qui existe là, donc à cause de l'entreprise qui est avec sa main-d'œuvre, avec son personnel. Donc nous allons toucher tous les segments d'activité qui se trouvent autour de ces sites. Donc, nous sommes fiers de nouer ce partenariat qui est une première, surtout dans ce coin, mais ça augure beaucoup de bonnes choses pour le développement de ces milieux-là. Ces partenariats basés sur des objectifs communs des développements durables visent à mutualiser les efforts de deux entités pour stimuler l'écosystème économique et social des communautés situées dans les régions de Boteka, Lukutu et Yaligimba, respectivement dans les provinces de l'Équateur, de la Chopo et de la Mongala. Je pense que tout d'abord, nous allons travailler en commençant par les 3 provinces où nous sommes implantés, où nous avons nos opérations. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait tout un travail de préparation, dans le sens où nous avons déjà 91 OPA, c'est-à-dire organisations de producteurs agricoles, qui sont répertoriées à 2300 enregistrés. Donc on part de quelque part. Donc nous allons d'abord travailler avec ce que nous avons. Et sur les 2300 membres enregistrés dans les organisations de producteurs agricoles, nous allons pouvoir leur permettre de se développer. Et une fois qu'ils seront développés, et grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir leur donner accès à des financements. Et ils reçoivent déjà des graines, des semences. Et à travers ce partenariat, nous allons déjà expérimenter l'éclosion économique, le démarrage d'un développement d'un écosystème économique dans les provinces existantes où PHC a les opérations. C'est beaucoup plus facile de commencer à partir des infrastructures existantes parce que, à travers ce partenariat, nous allons mettre à la disposition du programme, du partenariat, des locaux, des infrastructures, des formations agronomiques, un appui et un accompagnement agricole et agronomique, s'assurer que la chaîne des valeurs sur l'évacuation des produits sont assurées. Et avec ce programme, maintenant avec l'accompagnement de la banque, c'est là où on voit vraiment le projet naître et vraiment s'éclore. Et on voit vraiment le démarrage, l'éclosion financière arriver. On a tout un programme qui fait partie de plan stratégique de la Fondation. Et c'est le démarrage, à mon avis, d'un grand développement et d'une belle histoire entre PHC et Equity BCDC. Par cette collaboration, ces deux institutions s'engagent à collaborer dans les domaines clés de la société, notamment l'agriculture, l'éducation et l'inclusion financière. Et puis PHC est victime ces derniers temps de fausses accusations qui seraient l'œuvre d'un groupe de personnes mal intentionnées dans un seul but, la déstabilisation de cette firme de production d'huile de palme. Cette entreprise de production d'huile de palme, justement, emploie près de 10 000 personnes et s'est engagée résolument dans des actions sociales de haute portée pour le bien des différentes communautés locales vivant autour des sites d'exploitation. On écoute l'indignation du représentant des actionnaires majoritaires de l'entreprise PHC, Kamal Palan, au micro de votre magazine. Over the past few weeks,
Au cours des dernières semaines, de nombreuses accusations négatives ont été portées contre PHC et son équipe dirigeante. Ces accusations sont fausses et ne visent qu'à déstabiliser la société. Nous sommes très tristes de voir que ces efforts visent à discréditer une entreprise qui apporte d'énormes avantages économiques et sociaux à ses employés, aux communautés rurales et à l'État de la RD Congo. La société est dirigée par une équipe hautement compétente qui jouit de la confiance des actionnaires majoritaires. Les allégations portées contre l'équipe de direction sont fausses et sont l'œuvre d'un petit nombre de mauvais acteurs déterminés à causer des problèmes à l'entreprise. Le conseil et la direction ont toujours respecté la loi et les statuts de la société. Ces mauvais acteurs ne respectent pas la loi et veulent fouler aux pieds les statuts de l'entreprise pour leur propre compte. Malheureusement, ces actions détériorent le climat des affaires et découragent fortement les investisseurs de venir en RD Congo. PHC est la plus grande entreprise agroalimentaire et emploie près de 10 000 personnes. Au cours des 3 dernières années, la société a considérablement augmenté les salaires de son personnel et a investi dans les infrastructures sociales telles que des écoles et des centres de santé pour les communautés autour de ces sites d'exploitation. Les actionnaires majoritaires ont prévu plusieurs projets qui propulseront PHC au leadership de l'agro-industrie en RD Congo et dans le monde, notamment le projet de biogaz et électricité pour les communautés. La société est forte et reste engagée envers ses clients et ses employés. Les actionnaires majoritaires s'engagent envers PHC et la RD Congo dans notre regard vers l'avenir. The majority shareholders are committed to PHC and to DR Congo as we look ahead. Du 2 au 15 avril 2024, une forte équipe de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF est allée dans le nord Ubangi pour superviser les travaux de construction des infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs territoriaux dans le cadre du programme de développement local à la base des 145 territoires. Plus de détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Priska Sekana Lutete et Landry Nyang Lostine. Dans les territoires de Moba-Mbongo et Businga, dans la province du Nord-Ubangi, une vingtaine d'infrastructures scolaires et sanitaires construites et équipées par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, le CFF, dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires, vient d'enterrer les clivages qui existaient entre le milieu rural et le milieu urbain. La construction du centre de santé Foulou dans les territoires de Moba-Mbongo en est une parfaite illustration parmi tant d'autres. Cet hôpital est désormais en mesure d'accueillir les habitants des villages environnants. Ces bâtiments disposent de tous les services sanitaires, notamment un hall de l'oxygène, un bloc sanitaire et des ouvrages connexes tels que l'incinération et une fosse à placenta. Le tout dans l'objectif d'améliorer la qualité de soins de santé au bénéfice de population. Motindo population ezalaki kobikela ezalaki mabe parce que centre ezalaki organisé te etungamaki na motindo malamu te mais pona siko ndenge chef d'état atindi batonge biso ndako ya kitoko wese makambo nyonso ezalaki ya kobeba mais pona siko makambo nyonso ebongaka akofulurako azuleta ana desase amule pasi sikanako ati bianda ati kitoko a bombe tope a ate sondo bien asa merci femade mokonzinare maguma ko ala fuluka.
Autre fait majeur qui marque les communautés vivant dans les territoires de Businga et Mobaimbongo, ce sont les infrastructures scolaires dont elles sont bénéficiaires grâce au leadership visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisé par l'exécutif national avec l'argent de contribuables congolais. Ces ouvrages modernes bâtis en dur et équipés viennent reconforter les parents soucieux de l'avenir meilleur de leurs enfants qui vont apprendre à lire et à écrire dans de bonnes conditions. Awa quartier na biso comme ville na butu tozomona bien et quand na biso comme lokwa moi makasi. Tozalaki na ekole ya etaka siko nzambe asali ngolu ete tozwa batima ya bien pe bato bakumisa yango ete tokoma ekole ya référence. Tosepeli te bana biso batanga wana bayekola o nyonso bayeba éducation za malamu bazonga ndako totuna bango basola malamu ba français ba conjuguer ba verbe malamu récitation malamu eloko kitoko. Fati beton na sepe na wakasi na makambo sali parce que awa biso tozaki na difficulté otonge biso école ba mamutu ba toilette donc to komi déjà équipé énergie pe kuto eza déjà awa to sepe makasi en tout cas longo ya makasi pona musaki toko sali to moni ete toza na matériaux durables o ezwami na école na biso toza komona pe ba ampoule OK ata soki pe mbule lingaki menacer te molili ezali to kopelisa ba ampoule na biso pe to kotangisa bana na kati na kimia. En tant qu'agence d'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans les provinces de l'ouest de la RDC, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, représentée par son chargé des opérations Jean Chikuna, qui a procédé dans le nord Ubangi à la supervision de travaux de construction des infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs territoriaux, s'est dite satisfaite des ouvrages inspectés et réceptionnés pour le bonheur de communautés locales. Toujours dans la province du Nord Ubangi, sachez que la mission de supervision de la CFF a également inspecté et réceptionné les écoles et les centres de santé construits dans le cadre du PDL 145T initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé grâce au fonds du Trésor public. Une fois de plus, retrouvons Priska Sekana Lutete et Landry Nyank Lostin. Voilà à quoi ressemble l'ancien bâtiment administratif du territoire de Businga. Nous sommes dans la province du Nord Ubangi. Cet édifice, construit depuis l'époque coloniale, devenu dans un état de délabrement très avancé et qui loge même le chauve-souris, était il y a peu le lieu de travail de fonctionnaires de l'État congolais. Juste à côté, c'est la Renaissance. Un nouveau bâtiment administratif en matériaux durables et sorti des terres dans le cadre du programme de développement local à la base de 145 territoires sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Il comprend 12 bureaux équipés, dont une grande salle de réunion. Il est également doté des citernes d'eau, des toilettes appropriées et d'un système électrique autonome à l'aide des panneaux solaires. Condamnés autrefois à travailler à domicile par manque de meilleures conditions de travail avec comme conséquence la fragilisation de l'autorité de l'État, le service administratif territoriaux de Businga ont désormais un endroit pour prester en toute quiétude, permanence et professionnalisme. On va remettre premièrement chaque service avec son bureau. De deux,
On va insister à tous les chefs de service d'être là ponctuellement. À une centaine de kilomètres du territoire de Businga, c'est le territoire de Yakoma. Devant l'autorité provinciale du plan représenté, Jean Chikuna, chargé des opérations à la CFF, procède à la réception et remise officielle du bureau administratif de Yakoma. Nous, en tant que maître d'ouvrage délégué, nous vous remettons ces clés et nous espérons que vous allez utiliser un bon père de famille parce que les visionnaires même du courage de 135 territoires des chefs de l'État, sous l'excellence du président Tshisekedi Tshilombo, voulaient que nos territoires puissent aussi bénéficier du même confort que nos villes. Et l'objectif, surtout en ce qui concerne le bâtiment administratif, est pour que l'autorité de l'État soit établie dans ces territoires de Yakoma. Et je vous remercie. Comme dans d'autres sites déjà réceptionnés et remis officiellement aux bénéficiaires par la CFF, les bâtiments administratifs du territoire de Yakoma a été équipé en meubles de qualité, dotés de citernes d'eau, des toilettes répondant aux normes hygiéniques, d'outils informatiques et d'un système d'électrification fourni par des panneaux solaires. Ça fait plus de 60 ans que l'État congolais n'a pas construit, ou peut-être n'a jamais construit. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision du programme de développement local, nous avons aujourd'hui un bâtiment administratif construit par l'État congolais. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et il n'y a pas que ça. Il y a des centres de santé, il y a des écoles. Et avec les écoles, ça nous aide à renforcer l'éducation, la formation de nos enfants, parce qu'il y a aussi la gratuité. Donc il y a quand même une grande compétition avec les écoles privées, parce qu'aujourd'hui, on a des écoles construites par l'État où nos enfants étudient gratuitement. C'est vraiment un grand avantage. Il faut que l'histoire continuera à écrire. Grâce à la vision patriotique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouvernement de la République dans la zone 1 où œuvre la CFF, le programme de développement local de 145 territoires corrige véritablement les disparités de développement humain des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-économiques des bases. La grand-messe des finances publiques, fiscalité et développement est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.